Nous voilà donc dans ce premier épisode entre guillemets officiel de ce podcast Les Entrepreneurs Nomades. C'est un épisode important à mes yeux et pour tout te dire, j'enregistre cette introduction après avoir enregistré l'épisode. D'ailleurs, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises parce que j'ai essayé de le faire en version plus courte. Tu vas voir qu'il est un peu plus long que les autres déjà par exemple, mais c'est un épisode à mes yeux au final que j'ai décidé de garder tel quel parce qu'il est extrêmement important, parce que c'est vraiment le type d'épisode, et je l'ai enregistré comme ça en le pensant comme ça, le type d'épisode et de récit en fait que j'aurais vraiment aimé entendre quand j'étais dans cette phase de transition. Faut savoir que l'épisode s'appelle de backpacker à entrepreneur entre parenthèses nomade, mais pour être honnête avec toi, il aurait dû s'appeler de jeune diplômé un peu paumé qui aspire à autre chose mais qui sait pas comment y arriver, à entre guillemets aujourd'hui une personne qui a la chance de développer sa propre activité, de subvenir à ses besoins en développant quelque chose qui a du sens et surtout d'avoir retrouvé plus de liberté, d'indépendance et de flexibilité quand je considère que le monde devient un peu trop débile. Chose qui n'a plus de prix aujourd'hui. Mais donc ça aurait fait un titre un peu long, hein. Et donc l'idée c'est de te partager cette phase de transition. Donc tu vas voir qu'on va parler, on va pas mal parler voyage aussi, parce que bah, notamment les PVT pour moi, j'expliquerai ce que c'est, mais des visas qui permettent de voyager et de travailler à l'étranger, ont été des étapes clés en fait dans le fait de construire cette confiance dont je te parle. Puis on va parler pour voyage de manière générale et comment en fait l'idée a germé et comment j'ai pu ensuite progressivement développer quelque chose. Donc si toi aussi bah, tu sais que la vie c'est potentiellement probablement plus que ça, mais que tu sais pas comment effectuer un peu cette transition, l'idée c'est de te partager bah, voilà, les étapes qui m'ont permis de me construire et de construire la confiance. Parce que comme je dis toujours et comme je dis dans l'épisode 0, le projet Les Entrepreneurs Nomades, c'est l'aboutissement, enfin c'est pas l'aboutissement, il n'y a jamais vraiment d'aboutissement, mais c'est le cheminement, c'est le fruit du cheminement, d'un cheminement personnel qui est le mien. C'est-à-dire que j'ai découvert un mode de vie différent, qui était plutôt nomade, plus libre de mes choix, où j'avais plus d'indépendance, etc. Et puis j'ai décidé de pérenniser ce mode de vie-là, et il n'y a pas 40 solutions pour le faire aujourd'hui. Et je me dis, tant qu'à faire, autant développer quelque chose qui a du sens pour moi et qui va me plaire. Et donc l'idée c'est de te partager bah, voilà, des choses, peut-être des outils, des réflexions, qui en tout cas moi m'ont aidé, mais que ce soit concret pour toi, que tu puisses en retirer un maximum de choses pour peut-être toi te dire ok j'en suis là, comment est-ce que je peux aller vers autre chose progressivement. Et aussi te partager l'idée que bah, c'est quelque chose qui se fait sur des années en fait. On est dans maintenant une période où tous les conseils en fait on nous dit qu'on doit tout doit se passer très vite, qu'il faut être super productif, qu'il faut y arriver directement machin, qu'il faut se dépêcher. Non, en fait c'est un cheminement de vie en fait. Bref, je vais pas épiloguer juste dès l'introduction, mais voilà, l'idée c'est que tu puisses en retirer un maximum de choses. Et j'espère que bah voilà, cet épisode, tu auras envie de l'écouter jusqu'au bout. Je me dis que s'il t'intéresse et qu'il te plaît et que c'est le type de récit voilà, que je trouve que j'ai jamais vraiment trouvé dans son intégralité ailleurs, bah, je me dis que tu l'écouteras jusqu'au bout. En tout cas, c'est ce que j'espère, c'est mon souhait. Donc je te retrouve après l'introduction et puis je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue à toi sur le podcast des entrepreneurs nomades. Je suis Jérémy Lantin, auteur du blog jérémybackpacker.com et fondateur de l'académie lesentrepreneursnomades.fr. Fin 2015, je plaquais mon CDI pour en aller simple pour l'Australie. Depuis, j'encourage et j'aide les personnes animées par le voyage à pérenniser un mode de vie nomade en créant et en développant une activité d'avenir qui a du sens pour elles et qui leur permettra d'allier voyage et travail. Ici, on parlera entrepreneuriat, vie nomade, indépendance et émancipation progressive du modèle actuel, toujours dans le but d'avancer ensemble dans ce truc qu'on appelle la vie. Il me reste à te souhaiter une bonne écoute et la bienvenue dans la famille des entrepreneurs nomades. Nous voilà donc dans cet épisode un peu particulier qui risque d'être un peu plus long que la moyenne. Pour tout avouer, ça fait au moins 2 fois que je m'y reprends parce que c'est un exercice assez périlleux de résumer les 7 dernières années de sa vie. J'imagine que toi aussi, si tu devais résumer voilà, les 7 dernières années de ta vie avec tout ce qui fait que tu en es là aujourd'hui, à cet instant T, bah là, bah, c'est un exercice voilà, qui est pas simple, surtout que moi, mon but avec cet épisode, comme je le dis, c'est d'en faire un épisode où tu vas pouvoir retirer un maximum de choses et que tu puisses peut-être à un moment donné te projeter ou t'identifier, en tout cas que tu puisses retirer des choses de cet épisode-là. Donc c'est pas juste raconter ma vie. Et donc c'est un exercice voilà, moi je pense, je fais partie des personnes aujourd'hui qui considèrent que si on en est là aujourd'hui, peu importe où tu en es là maintenant, au moment où tu écoutes cet épisode, bah, je pense que c'est le résultat de plein d'événements en fait. Moi je me dis de plus en plus qu'il n'y a pas grand chose qui arrive par hasard, c'est le résultat de choix, d'événements qui font qu'on en est là aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que c'est un épisode particulier parce qu'il y a plein de choses, même parfois des choses qui sont plus insignifiantes à première vue, mais qui ensuite vont avoir un impact plus tard. Bref,
Donc je vais essayer de te résumer ça en mode un peu condensé, mais voilà, si jamais que tu sois au volant de ton van, dans les transports en commun, que tu sois chez toi, posé ou en train de faire à manger ou peu importe, bah voilà, l'épisode, sache qu'il est sûrement un peu plus long et que tu pourras même potentiellement l'écouter en 2 fois si tu veux. Donc, pour essayer de faire le plus court possible, on commence par les études. Faut savoir que je vais surtout te parler en fait des 7 dernières années et du moment où je pars en Australie, mais après je pense que c'est important de comprendre comment j'en suis déjà arrivé à partir en Australie seul entre guillemets à tout plaquer. Parce que je pense que ça c'est déjà une étape où en gros je pense que beaucoup de gens sont dans une étape de leur vie où elles ont envie de changement peut-être, où elles aspirent à autre chose et comment tu fais cette transition en fait, quand t'en arrives à et c'est chouette de voir qu'il y en a de plus en plus qui le font, même si là, depuis 2 ans, c'est très compliqué, on va pas se mentir, hein. Mais voilà, il y a des personnes qui osent de plus en plus, et c'est une bonne chose parce que je pense que voilà, ce modèle ne va pas aller en s'améliorant malheureusement. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, comment j'en suis arrivé à faire ça. Donc en fait, j'ai fait des études en marketing. Pourquoi en marketing? Parce que je savais pas quoi faire d'autre, pour être très honnête avec toi. À un moment donné, j'aimais bien les animaux, je voulais être vétérinaire, puis après je me suis dit, ingénieur civil, ça a l'air de bien gagner, ça a l'air très intéressant, et puis je me suis dit que tout bétonner chaque parcelle de verre dans les villes, etc. Bon, je me suis dit que c'était pas ouf à la fin. Donc voilà, je suis allé dans le marketing parce que je me suis dit du marketing, avec la vraie logique, je te jure que c'est comme ça que je pensais, du marketing, il y en a dans tout. Donc en fait, je finirais bien par trouver un truc qui me plaît. Donc voilà, j'aurai un diplôme en marketing et puis je choisirai un peu le domaine dans lequel je veux travailler en fonction de où j'irai postuler. J'aimais beaucoup les festivals de musique à l'époque. Faut savoir que, enfin même encore maintenant, hein, mais durant toute ma jeunesse, vraiment, j'ai fait entre 4 et 5 festivals par été, et c'est des festivals chaque fois de plusieurs jours. Donc je passais quasiment un mois par été en festival. Et c'est marrant parce que quand j'y pense après coup, c'était déjà une manière de chercher un mode de vie un peu alternatif. Parce qu'en général, si tu as connu des festivals de musique, c'est des moments où en fait pendant 4-5 jours, en fait tu vis en camping avec tes potes et ton seul objectif, ta vie est rythmée, c'est d'aller voir les concerts et de retrouver le seul objectif que tu as à la fin de la journée ou de la nuit, c'est de retrouver ta tente. Et ta vie est extrêmement simple parce que c'est ça que tu fais pendant 4-5 jours. Donc c'était déjà une sorte de mini-vie alternative en festival que j'aimais beaucoup parce que tu devais te tracasser de rien d'autre en fait. Donc je disais un jour, voilà, en marketing, il y aura sûrement de l'événementiel, machin. D'ailleurs, j'ai même fait une formation complémentaire après coup en marketing événementiel en me disant vraiment, j'irai peut-être dans l'événementiel, festival, etc. Bref, donc je fais des études en marketing. J'ai fait un bachelier, donc en fait là il y a une petite différence, je suis belge, donc j'ai fait mes études à Liège, s'il y a des Liégeois qui écoutent ceci, mais j'ai fait mes études à Liège et c'est un peu différent de la France parce que j'ai fait ça en haute école. Il faut savoir que en Belgique, l'UNIF c'est un peu le Graal, tu vois, c'est là où tu fais tes 5 ans, tu fais ton master, donc des études en 5 ans, puis tu peux même faire un doctorat machin si tu veux. Les hautes écoles en général c'est plutôt considéré comme du plus pratique. Et c'est plutôt en général en 3 ans, donc là tu fais un bachelier. Donc voilà, j'ai fait 3 années en marketing. Et en fait, pourquoi je parle des études? Parce qu'il y a un événement qui a quand même changé beaucoup de choses. Pour moi, c'est que j'ai fait un stage à l'étranger. Et la seule chose que j'aurais vraiment aimé faire en plus de mes études, c'était un Erasmus. Et j'avais d'ailleurs été pris pour un Erasmus en Norvège. Il faut savoir qu'il y avait des places limitées et c'était en fonction des notes moyennes, machin, etc. Mais j'avais été pris pour la Norvège. Et en fait, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que la Norvège coûtait extrêmement cher. Et même si j'ai travaillé pendant toutes mes études, je travaillais les week-ends et même les vacances scolaires, etc., pour mettre de côté, pour payer mes festivals notamment, etc. En fait, j'aurais pas pu me permettre de faire un Erasmus et un stage à l'étranger. Donc j'ai préféré faire la passe sur l'Erasmus pour pouvoir me priver, enfin avoir plus de budget pour un stage à l'étranger. Il faut savoir qu'en fait, je comptais juste faire mon stage en anglais, en Angleterre, à mon avis, pour améliorer mon anglais, etc. On pouvait le faire en Belgique, mais voilà, ça m'intéressait pas trop. La plupart des gens, je pense, l'ont fait un peu en Belgique par facilité dans le côté un peu flamand, donc où on parle néerlandais, etc. Moi, je voulais apprendre l'anglais. Et en fait, c'est une amie qui était un peu une amie un peu première de classe, etc., qui était toujours hyper préparée pour tout, qui a trouvé un stage aux États-Unis. Et donc là, j'en ai pas parlé beaucoup, mais c'est quelque chose qui va peut-être surprendre. Mais du coup, j'ai terminé par trouver un stage à Miami. Et elle avait trouvé son stage là-bas. Et pour pousser le vice jusqu'au bout, j'ai trouvé un stage à Miami Beach. Donc c'était vraiment le summum du cliché qui est complètement presque à l'opposé, oui, carrément à l'opposé de ce à quoi j'aspire aujourd'hui. Mais tu vas voir que j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Et il y a des choses qui m'ont impacté pour la suite. Et donc j'ai vraiment envoyé 10 ou 15 emails, c'est assez fou parce qu'elle avait trouvé ça rapidement. Et moi j'y croyais pas trop, donc je me dis, bon, j'ai tapé agence de marketing Miami en anglais, puis j'ai pris les 10-15 premières et j'ai envoyé un email limite en copier-coller. Et j'ai fini par avoir une réponse vraiment en 1 ou 2 semaines de Josh, qui a, sans le savoir à l'époque, mais qui a vraiment beaucoup impacté ma vie parce que j'ai découvert, donc mon job, ça a été d'être son assistant personnel. Et en fait, Josh, c'est là où il m'a transmis énormément cette fibre entrepreneuriale, alors même que je ne le savais pas à l'époque.
Et il gérait en général toujours 3-4 activités en parallèle. Il en avait déjà lancé d'autres avant. Et c'est là où j'ai découvert la mentalité un peu américaine. D'ailleurs, si tout le monde te parle de mindset aujourd'hui, tu vois, même dans le milieu francophone, c'est parce que ces gens-là s'inspirent de la mentalité américaine où là, bah en fait, c'est vraiment ta vie, enfin, tu as déjà plus cette notion de ta vie et ce que tu en fais dans le sens où tu as une liberté qui est beaucoup plus grande d'un point de vue entrepreneurial. C'est-à-dire que Josh gérait ses journées comme il le voulait parmi ces 3-4 activités. En fait, nous, dans nos pays occidentaux, on a quand même beaucoup cette notion de, bah écoute, tu as un salaire, tu as un job, et tu as un job, et même si tu es entrepreneur, bah, tu deviens entrepreneur dans la construction ou dans n'importe quel domaine, et voilà, tu as un job. Et ben là-bas, en fait, j'ai découvert que bah voilà, il gérait son temps entre ces 3-4 activités. Et donc, moi, mon job, c'était de l'accompagner, enfin, de le suivre un peu partout et d'être son assistant pour m'occuper de sa com, de ses emails, bref, de vraiment de le soulager de plein de tâches. Et donc, j'ai appris, voilà, déjà une autre façon entre guillemets, gagner sa vie, même si j'aime pas cette expression-là, parce que tu gagnes pas ta vie, tu l'as déjà. Mais ouais, en fait, du coup, il était agent immobilier de luxe. Il avait une boîte de web marketing et il avait une boîte qui gérait aussi la manutention bah, des immeubles un peu de Miami, etc. Tu te doutes bien qu'il était agent immobilier de luxe, donc il vendait des penthouses ou des lofts, ce genre de choses. Et donc ce qui était fou, c'est qu'on travaillait toujours depuis des endroits différents tous les jours. Chaque jour, je savais pas où j'allais travailler, on se donnait rendez-vous. Parfois on travaillait depuis des penthouses, parfois on travaillait depuis son bureau, mais c'était assez rare. Et donc voilà, j'ai appris beaucoup. L'autre chose qui m'a énormément impacté aussi, c'est le fait de voir que je pouvais partir en fait plusieurs mois dans un pays ou sur un autre continent en fait, et voir que bah, au final tu survis quoi. Forcément j'ai énormément amélioré mon anglais parce que bah, je parlais anglais tout le temps. Et être dans un autre pays et voir que au final bah, tu te démerdes quoi. Je veux dire, tu fais tes courses, surtout que là j'ai eu la chance de partir avec mon ami, donc on a su se trouver. C'est marrant parce que d'ailleurs même l'assistante de Josh nous avait trouvé vraiment, vu qu'on avait un petit budget, on n'avait pas le budget pour vivre à Miami normalement. Elle nous a trouvé un mini 2 pièces qu'on partageait du coup avec mon ami et on vivait à Miami Beach. Donc on a vécu pendant 3 mois à Miami Beach, ce qui était assez fou. Et, euh, et donc voilà, on s'est démerdé quoi. Je veux dire, même dans un pays où tu parles pas forcément la langue, bah écoute, tu survis dans un pays en plus qui est pas vraiment fait pour ça. C'est pas fait pour les petits budgets, Miami Beach à la base. D'ailleurs, petite parenthèse, mais oui, tous les clichés que tu peux avoir sur Miami Beach qui te viennent en tête là depuis que j'en parle, que ce soit American Pie, que ce soit les pool parties, que ce soit les Red Cup, enfin les gobelets rouges, les beer pong, etc. Tout ça est vrai, mais encore pire. Tout ça est vraiment vrai. En plus, on y était pendant la période de spring break, qui dure en général 2-3 semaines. Et vraiment, pendant 2-3 semaines, tous les hôtels organisent des trucs comme ça, et on en a fait plusieurs, et c'est un monde irréel. Donc, pour tout te dire, bref, pour terminer sur le stage, à la fin du stage, Josh m'a même proposé de revenir travailler pour lui après mes études. Chose que j'ai gentiment déclinée parce qu'après 3 mois, donc j'aurais pu aujourd'hui être un mec, à mon avis, qui gagne bien sa vie à Miami Beach, sûrement. Mais après 3 mois, j'ai vite réalisé que c'était tellement superficiel. Et puis même lui, au final, a fini par partir. On est toujours en contact et maintenant, il est parti vivre au Mexique. Et même lui, on est arrivé à saturation. Mais c'est pas la vraie vie en fait. Tout est superficiel, même les relations en fait. Tu vois, même les amis que tu te fais de là-bas. Et tout est dans le paraître, donc je me suis vite rendu compte que moi qui étais plus dans le délire festival en mode habillé n'importe comment, c'était très intéressant, j'ai appris énormément, mais c'était pas un milieu pour moi. Mais bref, je suis toujours en contact avec Josh aujourd'hui, c'est ça qui est fou, et que maintenant il a une vie, et c'est marrant parce qu'il va de plus en plus vers un peu un mode de vie un peu comme le mien, donc il gère son truc à distance, mais il vit de plus en plus simplement. Et donc on voit bien voilà, que c'est pas un truc qui est tenable. Donc fin du stage, je rentre, je suis diplômé, et puis 3 mois après, je trouve un super job dans une boîte de web marketing à Bruxelles, donc savoir que j'étais à Liège. J'ai pris un appartement à Liège avec mon meilleur pote. Donc on se partageait et je prenais le train tous les matins pour aller à Bruxelles. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, mais au final, en plus c'était dans une boîte de web marketing où je faisais du référencement naturel, donc du SEO et du SIA, donc tu vois les pubs Google, enfin les pubs Google AdWords essentiellement. Donc quand tu fais une recherche, tu vois en général les 3 premiers résultats qui sont payants, bah voilà, je faisais ça. Et je référençais aussi on créait des sites pour des petites et moyennes entreprises. Donc on coordonnait pardon, la création de sites avec les différents intervenants pour créer un site, pour les référencer, etc. Donc c'est là où j'ai appris des compétences très importantes ensuite pour le blog qui m'ont été bien utiles. Donc j'ai appris énormément, je gagnais bien, j'avais plein d'avantages. Et en plus j'étais avec des gens qui étaient diplômés de l'UNIF, donc j'avais je travaillais avec des gens qui avaient un meilleur diplôme que moi a priori. Donc j'avais une très bonne situation, il y avait des possibilités de grandir dans la boîte, mais j'ai tenu en gros 2 ans, et après même 1 an et demi. Et je me rappellerai toujours parce qu'il y a vraiment un matin, ça m'a frappé, mais je prenais le train, j'en ai déjà parlé sur le blog, mais je prenais le train à 7h03
pétante tous les matins, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, peu importe. Surtout qu'en Belgique, on n'est pas souvent gâté par le climat. Mais du coup, j'ai réalisé un matin que j'étais toujours à côté des mêmes personnes. C'était toujours les mêmes visages sur le quai et les visages étaient fermés, presque sans âme. Et ça fait un peu exagéré, mais je te jure que c'est vrai. Je sais pas si tu regardes autour de toi le matin quand tu es dans le transport, les gens, ils sont là, mais comme des robots, quoi. Il y a plus. Enfin, bref, moi, ça m'a frappé de plus en plus avec le temps. Et je me suis dit, en fait, il y avait un jeu un peu malsain où on savait exactement où le train allait s'arrêter. Le but, c'était un peu d'être dans les premiers à rentrer pour avoir une place côté fenêtre pour dormir pendant 1 heure. Parce que le trajet Liège-Bruxelles faisait 1h15, 1h20. Aller et retour, hein, donc il fallait faire deux fois les 1h20. Sans compter les retards, au moins 1 ou 2 fois par semaine des trains belges. C'est peut-être la même chose en France, je sais pas. Et donc c'était voilà, je me disais l'objectif tous les matins, c'est ça quoi. C'est voilà, essayer d'avoir une place côté fenêtre pour aller au travail et dormir un petit peu plus. Donc je rentrais aussi, du coup je partais tôt, hein, je partais de chez moi à 7h moins le quart, j'étais pas loin de la gare. Et je rentrais chez moi vers 6h30, 7h quoi. Et après du coup ça te laisse quasiment pas le temps de faire grand chose en semaine. Et bref, ça m'a vraiment marqué ce côté prendre le train machinalement avec des gens qui ne sont pas vraiment. Et en fait, ce qui a vraiment provoqué le déclic, c'est de me rendre compte que bah voilà, je faisais partie des plus jeunes à faire ça. La plupart des gens étaient dans leur quarantaine, leur cinquantaine. Et donc, je me suis vu dans 5, 10, 15, 20 ans être à leur place. Et non pas que je critique ce choix de vie, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais je me suis dit que pour moi, c'était pas possible en fait. Je me suis dit que ça pouvait pas être ça, ma vie. Je pouvais pas faire pendant 10, 15, 20 ans ça. Et donc, à un moment donné, je me suis mis un peu à chercher ben voilà, ce que je pouvais faire et j'ai découvert via des vidéos, via des blogs, c'est pour ça que j'ai fait un blog après, le principe du visa PVT. Et ça, donc, je le faisais pendant mes pauses de travail, mais évidemment uniquement pendant les pauses, hein, et comme tout le monde. Et j'ai commencé à découvrir ce visa qui permet de voyager, de travailler à l'étranger. Donc, pour moi, ça revenait à pouvoir voyager sans piocher dans tes économies. Tu vois, moi je m'en fous de parler d'argent. Mais du coup, en travaillant pendant 2 ans, j'ai pu mettre entre 8 et 10 000, je crois, de côté. Et en fait, je considérais que j'avais pas envie d'utiliser toutes mes économies pour partir, en fait. Je me dis que c'est toujours bien d'avoir un bagage, même aujourd'hui, et encore plus quand tu te lances. Voilà, un petit conseil moi que je donne en général, c'est d'essayer de... Si un jour tu vas vers, voilà, où tu décides un peu de te lancer dans ton activité, même un peu plus de te concentrer dessus, quitte à passer à mi-temps ou à quitter ton job, etc., ou partir, c'est bien d'avoir toujours, moi je considère d'avoir 6 à 8 mois de frais mensuels de côté. Donc si ça te coûte, je sais pas moi, 1000 euros par mois de vivre, bah, d'avoir au moins 6 à 8 000 euros, ça peut être une bonne idée de toujours garder ça au cas où, on ne sait jamais, pour pouvoir rebondir et jamais dans une situation où tu es t'es un peu en panique. Donc bref, voilà, moi je trouvais cette idée incroyable du PVT. Pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un visa, programme vacances-travail. Donc c'est PVT, c'est programme vacances-travail. C'est aussi en anglais WHV, donc Working Holiday Visa. Et en fait, c'est un accord bilatéral entre deux pays. Donc typiquement la France et l'Australie, la France et la Nouvelle-Zélande, la France et le Canada, idem avec la Belgique. Et ça permet en fait d'avoir facilement aux membres des pays qui ont cet accord-là, d'avoir un visa qui permet de partir et de voyager et de travailler dans le pays avec lequel il y a un accord pendant 1 an. Il faut savoir qu'il est renouvelable pour certains pays. Je pense à l'Australie où tu peux faire jusqu'à 3 ans, où tu peux renouveler 2 fois, ce qui est quand même très intéressant selon certaines conditions, c'est-à-dire en général, il faut travailler plusieurs mois dans des zones où il y a besoin de main-d'œuvre. Donc voilà, j'ai découvert ça et je me suis rendu compte qu'en fait, du coup, il faut pas tant que ça quoi, pour partir et pour vivre une expérience assez incroyable. Donc j'ai commencé à entreprendre les démarches et expliquer ça à mon patron pour pouvoir voilà, gentiment quitter mon travail et se quitter en bons termes. Chose importante aussi, qui est importante, je pense, quand on fait cette démarche-là, c'est d'essayer de se renseigner si on peut conserver ses droits. Je pense notamment, tu vois, aux droits d'allocation de chômage, etc. Quand tu es dans le pays. Évidemment, quand tu quittes le pays pour un autre pays, c'est illégal de conserver ses droits. Donc moi, je me suis toujours, en fait, il faut se désinscrire et puis se réinscrire si tu reviens après. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trichent par rapport à ça. Je suis pas là pour juger, chacun fait ce qu'il veut. Évidemment, après, ça comporte des risques. Moi, j'ai jamais voulu prendre ce risque-là. Et puis, la logique aussi, c'est que voilà, l'idée, c'est que ce qui paye ces allocations-là, c'est le fait que les autres soient taxés dans le pays. Donc ouais, à chacun de voir en fait comment il voit les choses. Mais voilà, moi je me dis que s'il y a plein de gens qui partent et que moi je paye mes taxes et que ces gens-là sont pas dans le pays et que c'est supposé aider les gens dans le pays à normalement chercher un emploi et être dans une phase de transition, bref, pas de débat là-dessus. Après tu me diras aussi que on se demande même où va l'argent quand on paye nos taxes, mais bref, ça c'est un autre débat. Bref, du coup, pour revenir à où j'en étais, le visa PVT, je me renseigne et je m'étais plus ou moins décidé
à partir, et donc j'ai pu quitter mon job. Et au final, pour tout dire, niveau budget, alors forcément, je te mettrai peut-être un ou deux articles en note ou même plus de cet épisode, mais pour prévoir assez, moi j'ai considéré, alors beaucoup te diront sûrement que c'est pas assez, mais moi, en gros, mon départ en Australie m'a coûté 2 000 euros. Il faut savoir qu'il y a eu 1 000 euros pour le visa, parce que le visa coûte quand même 300 et quelques euros. Il augmente régulièrement. Ensuite, le vol qui m'a coûté, je l'ai réservé vraiment à la dernière minute, parce que même 2 3 semaines avant, parce que le moment où tu repousses de plus en plus, tu vois, c'est donc en fait je crois que je l'ai réservé 2 semaines avant et il m'a coûté plus de 700 euros. Et puis tout ce qui était assurance et puis tous les frais administratifs un peu à côté, j'en étais à peu plus de 1 000 euros. Et j'avais quand même décidé, donc ouais, sûrement un peu plus de 2 000 euros quand même. Et puis j'avais décidé de prendre l'équivalent de 1 000 euros avec moi. Donc c'est ce que ça m'a plus ou moins coûté. Moi je conseille aussi de changer une partie en dollars australiens avant même de partir, comme ça tu as déjà du cash sur place, même si tu pourras sûrement, si tu fais débloquer ta carte, tu pourras sûrement retirer de l'argent euh, avec ta carte en Australie. Le temps de faire les démarches, mais moi voilà, j'étais plus confiant, c'était mon premier gros PVT, et j'étais plus confiant d'avoir du cash directement en dollars australiens, même si du coup tu te fais pas mal avoir au change si tu demandes ça à ta banque, mais soit. Donc bref, voilà, je suis parti avec 2 000 euros en Australie. Et d'ailleurs, j'ai un article, il a été le premier article qui a vraiment lancé le blog, qui s'appelle Comment j'ai voyagé 2 ans avec 2 000 euros. Et du coup, bah là, je te le mettrai aussi en note parce que du coup, je fais vraiment le point à chaque période importante sur mon budget. C'est-à-dire quelle période j'ai travaillé, quelle période bah, j'ai plus profité, combien ça m'a coûté, et puis même après la partie Asie, parce qu'il faut savoir que, voilà, si on entre dans le chapitre maintenant Australie, j'ai fait donc bah, un peu moins de 2 ans là-bas. Et après, j'ai fait, donc en fait, pour te donner un peu des dates, essayer un peu de te situer au niveau des dates, je suis parti fin 2015 et je suis resté jusqu'en octobre, je crois, ou septembre 2017. Parce qu'après, j'ai fait 6 mois en Asie avec ma copine que j'ai rencontrée là-bas, donc Teresa, que j'ai rencontrée pendant un bénévolat dans un refuge pour kangourous. Et ensuite, on a fait 6 mois en Asie, ça 6-7 mois en Asie ensemble. Donc ça a fait 2 ans et demi, grosso modo, mon premier gros voyage. Il faut savoir qu'entre les deux, c'est un truc aussi que j'ai peu expliqué, parce que c'est un détail qui a un peu moins d'importance, mais je suis quand même rentré après, je crois, après environ 8 mois d'Australie, parce que à la base, je suis parti en me disant que si je tenais 6 mois, ce serait déjà incroyable, sans savoir qu'au final, bah, ça allait complètement changer ma vie. Mais je suis parti un peu avec cette ambition de faire 6 à 8 mois, en me disant si je fais 6 à 8 mois, au moins j'aurais pas trop l'air trop con, je pourrais revenir et me dire ok j'ai fait quelque chose. C'est un peu une hantise, je pense que beaucoup de gens ont quand on part, c'est on se dit mais si jamais j'y arrive pas, que je vais rentrer après 2 3 mois, je vais avoir l'air vraiment con. Et en fait, je suis rentré parce que du coup, j'avais pas calculé qu'avec mon passeport, il allait expirer si je voulais renouveler mon PVT parce que j'avais jamais vraiment envisagé de faire plus d'1 an. Donc en fait, j'ai dû rentrer en Belgique après 8 mois pour déjà revoir tous mes proches, etc. Parce que j'étais jamais parti depuis, enfin en tout cas pour aussi longtemps. Et j'en ai profité pour refaire mon passeport et ça a été un peu une galère parce qu'ensuite, mon visa PVT était toujours actif, mais sur l'ancien passeport, il y a quand même une démarche qui existe avec un document à faire imprimer et à bien présenter à la douane et puis faire la mise à jour sur ton compte IMI Account Australie, donc d'immigration australienne. Et j'ai failli ne jamais pouvoir, je n'ai jamais raconté cette anecdote-là, mais je crois que j'ai failli ne jamais pouvoir embarquer à bord de mon vol pour repartir en Australie après les 8 mois. Parce que la femme au check-in ne voulait rien entendre et on a dû même appeler un responsable pour lui prouver que c'était une vraie démarche, que ça existait et tout. Parce que pour elle, elle n'arrivait pas à trouver l'association entre mon... Je sais pas, ça n'était pas mis à jour dans les données de l'immigration australienne, mais en fait, elle n'avait pas la preuve que mon nouveau passeport était bien attaché à mon visa. Je n'aurais pas imaginé ma vie en fait. Enfin, je ne sais pas ce que ma vie serait devenue si je n'avais pas pu embarquer à bord de cet avion, comme quoi ça tient un peu de choses. Et donc derrière, bah voilà, je suis reparti en Australie. Je te passe, vraiment, sinon l'épisode il va faire 5 heures, mais j'essaye de te passer les périodes de travail, puis de road trip, puis de travail, puis de road trip. Je pense que je ferai un épisode à part entière sur l'aventure du PVT. Je pense que ça pourrait être très intéressant pour les personnes qui aspirent à ça. Parce qu'en gros, bah, pour essayer quand même de te résumer, bah, l'aventure du PVT, c'est vraiment ça en fait. C'est que en fait, chacun le vit comme il le veut. Et c'est ça qui est incroyable. C'est cette aventure de PVT qui m'a transmis cette notion de bah, ta vie, est-ce que tu en fais? C'est-à-dire que si tu veux travailler 3 mois en arrivant pour mettre de côté, puis t'acheter un véhicule, moi je conseille vraiment un 4x4 en Australie pour en profiter pleinement, mais bref. Et ensuite profiter pendant un mois ou deux, et puis travailler à un autre endroit, et puis revoyager avec tes économies, ou alors il y a des personnes qui font ça aussi maintenant, enfin surtout ça a été beaucoup fait pendant la période Covid malheureusement parce que bah, les gens ne pouvaient pas voyager comme elles voulaient, mais il y a des gens qui ont préféré bah, voilà, travailler un maximum parce qu'il faut savoir que l'Australie ça peut très bien gagner.
même sans avoir beaucoup d'expérience. Si tu cherches au bon endroit et que tu vas dans des jobs un peu moins dans les grandes villes et moins un peu typiques, style serveur ou j'en sais rien, moi, fruit picking, ça peut bien gagner le fruit picking, ça dépend des fruits. Mais voilà, si tu vas travailler un peu dans le bush, qu'on appelle, donc dans les zones plus reculées, où tu vas faire des jobs parfois qui sont un peu plus physiques, un peu plus chiants, et un peu, voilà, dans des trucs un peu parfois plus industriels, machin, même si c'est pas le plus agréable, c'est des jobs qui peuvent très bien payer. Donc il y a des personnes, voilà, qui vont préférer de travailler pendant 6 mois, 1 an, même plus, pour mettre un maximum d'argent de côté pour potentiellement la suite, soit en Australie, soit ailleurs. C'est une manière de faire aussi. Moi, j'ai tendance à recommander aux gens, après bon ça dépend d'une personne à l'autre, mais d'essayer de profiter quand même un maximum de cette expérience unique, parce que bah voilà, on n'a qu'une vie, je le dis toujours, et des PVT en Australie, au maximum on n'a que 3. Donc autant en tirer le plus profit, et si on consacre une trop grosse partie de ce temps-là à juste gagner de l'argent, bah, au final ouais c'est ça, on donne plus d'importance à l'argent qu'à l'expérience en tant que telle. Mais ça c'est mon approche personnelle, bien évidemment, chacun fait au mieux. Donc ce que je voulais dire, c'est que je suis revenu d'Australie mes 8 mois, donc je suis rentré, puis je suis revenu en Australie, et là du coup j'ai passé ouais, plus d'1 an. J'ai pas mal travaillé à Perth une fois que je suis revenu. Perth c'est une ville, ça a été ma ville d'arrivée, hein. Je pense qu'en tout combiné, je pense que j'y ai passé presque 1 an sur mes 2 années, donc ça a été vraiment ma ville. On dit souvent que la ville d'arrivée en Australie est la ville de cœur, mais moi j'ai vraiment adoré le Western Australia, la partie ouest, parce qu'elle est beaucoup plus sauvage, beaucoup moins civilisée, beaucoup moins touristique. Et Perth, c'est la seule grosse ville de la côte ouest. Et bref, c'est une ville incroyable. Donc j'ai pas mal travaillé, j'ai vécu en share house là-bas. Donc c'est une maison partagée qui coûte beaucoup moins cher et souvent tu partages avec d'autres backpackers. Donc tu as vraiment un peu le côté auberge espagnole un peu. Avec un peu plus de confort quand même qu'une auberge parce que bah, tu as ta propre chambre en général où tu la partages avec une personne. Et donc j'ai travaillé, pour te donner un peu des détails, je travaillais dans une nursery plant, donc c'est comment est-ce que je pourrais appeler ça? C'est une genre d'énormes jardins. Enfin, c'est pas un jardin, mais non, mais un magasin où tu vends des plantes, je sais pas comment le dire, mais ouvert en fait, qui est extrêmement à l'extérieur, qui est très grand. J'arrive pas à trouver le terme en français, mais ça m'en reviendra peut-être plus tard. Donc bref, j'ai travaillé là-dedans pendant 5 mois, j'ai mis beaucoup d'argent de côté. En même temps, j'ai beaucoup profité de la vie à Perth, parce qu'il y avait beaucoup de festivals de musique. Du coup, tu vois que j'ai pu en profiter là-bas, mais ça coûte beaucoup plus cher. Donc j'ai quand même réussi à remettre, je crois, l'équivalent de 6 ou 7 000 dollars de côté. Et c'est après là que du coup j'ai fait, bon je te fais vraiment la version condensée, je suis allé en faire du bénévolat au sud de Perth, dans un refuge pour kangourous, pour bébés kangourous. Donc il y a beaucoup d'accidents avec les kangourous malheureusement en Australie. Donc il y a beaucoup de kangourous dont la mère décède. En fait les Australiens sont habitués voilà, quand il y a un cadavre de kangourou sur le côté, ben, ils vont voir dans la poche s'il n'y a pas un bébé. Et en fait ils amènent les bébés dans ce type de refuge. Et c'est là que j'ai rencontré Teresa, pour la petite histoire. Donc, ouais, c'est une histoire un peu atypique. On s'est rencontrés dans un refuge pour kangourous. Et la vraie, encore plus, histoire, c'est qu'en fait, quand je suis arrivé, elle était en road trip. Elle avait fait un mini trip de 3 semaines en Nouvelle-Zélande avec des amis à elle. Et en fait, j'avais récupéré le kangourou dont elle s'était occupée avant de partir. Et bon, après, elle est revenue. Elle a vu que je m'occupais de son kangourou. Donc, forcément, on a discuté. Et puis, ça, de fil en aiguille, voilà. Puis, on a fait un road trip ensemble pendant un peu moins d'1 mois jusque Melbourne, donc de Perth à Melbourne, donc toute la côte sud. Puis elle devait rentrer pour ses études en Allemagne. Il faut savoir que je l'ai rencontrée, elle avait que 18 ou 19 ans. Donc voilà, elle commençait en gros ses études supérieures, parce qu'en Allemagne c'est très courant, après les études, en gros après le bac, l'équivalent du bac, de faire une année un peu de césure, de pause. Et beaucoup partent en Australie parce que bah, ils savent pas quoi faire, et ils se disent bon, tant qu'à faire, ce qui a au final a du sens, hein, je vais voyager, ça sera jamais perdu. Le temps de trouver un peu ce qu'ils veulent faire. Donc et ensuite bah voilà, c'est là où moi j'ai continué mon aventure. J'ai travaillé à Sydney un peu, j'ai vécu 1 mois à Melbourne, 1 mois à Sydney, puis j'ai fait toute la côte est. Et puis j'ai encore travaillé au nord de Cairns, donc là vraiment au nord-est de l'Australie. Et on est toujours resté en contact. Et finalement, les études qu'elle a commencé lui plaisaient pas. Donc après, l'idée de se rejoindre en Asie est née. Et en fait, bah voilà, on a pris nos économies. J'ai pu revendre le 4x4 du coup, qu'on avait acheté à deux avec mon travelmate à l'époque. Je lui ai renvoyé la moitié forcément. Et pour la petite histoire, c'est qu'on a même fait j'ai même fait une plus-value parce que lui était rentré entre temps. Mais j'ai même fait une plus-value sur un véhicule en 4x4 que j'avais acheté à l'époque, qu'on avait acheté. On avait acheté 6 000 dollars avec une tente de toit tout équipée, deuxième batterie et tout.
Et je l'ai vendu, je sais plus, un petit peu plus, mais vraiment pas une plus-value notariée, mais quand même 5 ou 600 dollars de plus, donc 6500 ou 6600 ou 700, je sais plus. Après l'avoir utilisé pendant 1 an et demi, quoi, et avoir roulé 40 000 km avec. Parce que les prix sont plus chers sur la côte Est. Donc d'ailleurs, voilà, bonne astuce, si tu pars en Australie, achète ton véhicule sur la côte Ouest et vends-le sur la côte Est. Tu feras normalement une plus-value si c'est toujours comme ça. Et donc le fait d'avoir retravaillé 2 mois au nord de... Là vraiment je passe les détails, je te parlerai des jobs dans un autre épisode, mais après avoir travaillé du coup 2 mois au nord de Cairns, dans la Daintree Rainforest, qui était une forêt tropicale vraiment très ancienne, où il y a un peu parfois des logements pour aller voilà, visiter cette région-là. Et puis j'ai vendu le véhicule et donc j'avais assez, et puis j'avais l'équivalent toujours financé avec le PVT. Il faut savoir qu'après, comme je te dis, j'ai démarré avec tout ça, m'a coûté au final un peu plus de 2000 euros au début. Donc les 1000 euros pour le vol machin, et puis les 1000 euros que j'avais dédiés pour partir en Australie. D'ailleurs, je fais une parenthèse sur ça, que j'aurais peut-être dû préciser, c'est qu'effectivement, il y a un montant minimum à pouvoir prouver si tu arrives en cas de contrôle à la douane australienne, parce que le but c'est que tu aies un montant minimum pour subvenir à tes besoins. Je sais plus combien c'est le montant, etc. Je mettrai l'article si tu veux. Mais en fait, tu dois prouver, l'astuce, c'est que tu dois prouver avoir accès à cette somme-là. Ça ne veut pas du tout dire que tu dois l'avoir sur toi en cash, bien évidemment. Tu ne dois pas avoir 2000 euros sur toi en cash, ou ce sera un peu risqué. Donc l'idée, c'est voilà, peut-être d'avoir un extrait de compte ou un document de ta banque qui peut l'attester. Ou simplement peut-être pouvoir te connecter et montrer en fait sur ton compte en banque, sur ton application téléphone. Tout simplement, mais c'est très, très rarement contrôlé. En tout cas, à mon époque, c'était quasiment pas contrôlé. Mais bon, c'est bien de l'avoir au cas où. Donc bref, avec cet argent-là, ensuite, j'avais, je crois, l'équivalent de 4000 euros à la fin de l'Australie. Donc on s'est rejoint, on savait pas où aller. Les gros débutants, on s'est rejoint à Bali, le vieux truc un peu cliché, mais bon. Et d'ailleurs, on n'y a passé que 2 semaines. Hein. On a vite compris que c'était pas forcément pour nous, et puis on a pas mal voyagé. Donc voilà, pour te donner, voilà, je fais sûrement un épisode aussi sur l'aventure en Asie, parce qu'il y a plein de choses à dire aussi. Mais l'équivalent, ça a été d'avoir 4000 euros par personne pour 6 à 7 mois en Asie. Donc ça nous coûtait environ 500 par mois par personne, par pays tout inclus, logement, transport, machin. Donc voilà, je trouve que 4000 euros, on était super content de tenir aussi longtemps. On s'était dit on a 4000 euros chacun, plus ou moins. On va voir combien de temps on tient. Et donc ben voilà, on a fait vivre l'aventure pendant 6-7 mois. Et donc voilà, donc en fait, il faut savoir que si je reprends un peu le côté un peu entrepreneur, etc., toute cette époque-là, j'avais aucune ambition. Il faut savoir que j'avais juste un compte Instagram. Je crois que j'avais peut-être renommé Jérémy Backpacker. À la base, c'était juste mon vrai nom. Et puis je crois, des personnes avec qui je discutais m'a donné ce surnom-là une fois, à une soirée et tout. Donc j'ai renommé, je crois, juste le truc comme ça, en me disant que ça sonnait mieux que mettre mon simple nom. Et en fait, je partageais juste, voilà, d'ailleurs, tu peux, si tu vas sur mon compte Instagram, qui est toujours Jérémy Backpacker du coup, bah, si tu redescends vraiment dans les vieux posts, normalement il y a des photos pas mal dégueulasses, ou beaucoup trop retouchées, mais c'est parce que ça fait partie du cheminement, tu vois, donc je les laisse, où je partage voilà, des photos un peu de l'aventure australienne avec des réflexions, mais là tu vois que je partageais qu'en anglais. Pendant d'ailleurs toute la partie en Australie et en Nouvelle-Zélande et en Asie, je partageais des réflexions en anglais, et j'ai construit en fait un début de communauté, sans vraiment le vouloir, en anglais, donc une anglophone, et c'est uniquement une fois que je suis revenu d'Asie, que j'ai réalisé peut-être que ça avait plus de sens de développer un blog en français, parce qu'il y avait, alors là c'est un peu la réflexion du projet un peu, c'est qu'en fait, bon, il faut que je revienne quand même sur un épisode d'Asie. Il faut savoir que ma copine, Teresa, sur le dernier mois, on est allé aux Philippines, sauf que j'en ai jamais vraiment parlé parce qu'on n'a jamais vraiment pu voyager aux Philippines. Je te passe les détails, mais elle a eu un problème de santé à l'œil notamment, elle avait des lentilles, elle a eu une bactérie, du coup elle a été vraiment pas bien, la pauvre. Donc en fait, pendant un mois, mon rôle, ça a été de la soutenir, et on a dû aller voir des spécialistes quasiment tous les jours parce que c'était vraiment, vraiment dangereux pour son œil. Donc bref, elle a été beaucoup suivie, et donc j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir et savoir ce que j'allais potentiellement faire de tous ces souvenirs, en fait, de toutes ces photos que j'avais accumulées, de toutes ces choses que j'avais envie de partager, que je partageais déjà un peu à l'arrache en anglais sur Instagram, et puis en faisant des recherches. Vu que j'avais un peu un background, j'aime pas ce terme, mais à passer en référencement, bah, j'ai réalisé qu'en anglais, la niche du voyage était oversaturée déjà. J'allais juste être un énième blog dans un océan de blogs voyage. Donc je me suis dit, j'ai l'impression qu'il y avait moins de concurrence, en tout cas sur un blog sur l'Australie par exemple, en français. Il y avait peut-être, je sais pas moi, 4-5 blogs un peu spécialisés là-dessus. Donc je me suis dit, il y avait plus un truc à faire à ce niveau-là, et puis je me suis dit, une fois rentré, j'ai pas créé le blog à ce moment-là, je l'ai créé après, une fois être rentré, avoir eu le temps de faire un peu mes recherches, de me former, etc. Parce que entre connaître le SEO et lancer un vrai blog et développer un blog, il y a quand même un monde, il y a plein de choses à apprendre. Et là, c'est là que j'ai pris la décision de switcher mon Instagram
en français également, parce que pour la cohérence en fait. Donc c'était une phase un peu bizarre où plein de gens sont désabonnés parce que je parlais plus. Au début, j'ai fait un peu des deux, je faisais anglais-français, mais moi, ça me saoulait vite de devoir faire chaque fois dans les deux langues tout ce que je disais, même les stories. Donc j'ai gentiment fait comprendre aux gens que voilà, c'était une décision que j'avais prise et du coup j'ai perdu plein de gens, mais du coup il y a plein de gens qui m'ont découvert à partir du moment où j'ai commencé à partager des choses en français. Et donc le blog est né à ce moment-là, jeremybackpacker.com. Le compte Instagram, du coup ça a compensé, les gens que je perdais ça a compensé parce que j'en gagnais en même temps, mais non ça stagnait. Mais je pense que voilà, à ce moment-là, pour donner une idée, j'étais à moins de 10 000 abonnés et puis ça s'est passé les 10 000 plus ou moins pendant cette période-là. Et puis voilà, en fait j'ai lancé le blog avec, je sais pas moi, 4-5 articles déjà préécrits. Évidemment j'avais des bases en SEO, mais c'était pas du tout des articles qui étaient bien rédigés. Enfin, ils ont quand même fonctionné parce que je pense que j'ai eu une approche qui était distincte. Et c'est là où, quand tu développes un projet où il y a déjà du monde, fais les choses comme toi, tu auras envie de les voir en fait. Ça, c'est un vrai truc. Parce que j'ai décidé de lancer un blog, non pas pour faire rêver sur l'Australie comme la plupart des autres blogs qui existaient, mais pour partager la vraie vie d'un PVTiste et d'un backpacker en Australie. En tout cas, ma vraie expérience à moi. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouvait assez peu sur ce type de blog à l'époque. Et voilà, moi je voulais faire des articles sur comment travailler, le fruit picking, comment ça se passe sur place, comment tu trouves un job, comment ça se passe les journées de fruit picking, les galères pour acheter un véhicule, les galères de vie de backpacker mais qui font partie de l'aventure et qui sont des super souvenirs à la fin. Et puis mes road trips en fait, combien ça coûte, voilà, c'était des choses qu'on voyait moins, c'était plus même encore beaucoup aujourd'hui, les photos d'Australie que tu vas voir ou les clichés que tu vas avoir, c'est des trucs un peu, voilà, des plages paradisiaques. Alors oui, il y a tout ça, mais c'est pas que ça l'aventure PVT quoi. Et donc moi j'ai eu cette approche là et je pense que les articles ont quand même retenu pas mal l'attention et ont beaucoup été partagés grâce à cette approche un peu plus différente, un peu plus, pas dire réaliste parce que ça dépend, la réalité d'une personne n'est pas celle de l'autre, mais ma réalité à moi en tout cas, parler aux gens. Donc ensuite, clairement j'ai dû vite rebondir parce que en fait après le retour d'Asie, donc après 2 ans et demi quasiment à voyager, j'ai eu une petite phase pendant 2 semaines de mini déprime. Alors je ne vais pas comparer ça à des vraies déprimes. Pendant 2 semaines, voilà, j'avais envie de rien et j'avais envie de voir personne. Et je pense qu'on est beaucoup à traverser une phase comme ça après un long voyage parce que tu reviens et tu as vécu tellement de choses, tu as tellement évolué que tu reviens et qu'en fait tu réalises que où tu reviens, rien n'a changé quoi. Absolument rien n'a changé, les voisins sont les mêmes, les gens font toujours la même chose. Et c'est pas du tout pour être, pour juger, non, c'est juste par rapport à toi, c'est trop bizarre de réaliser qu'en fait il y a un décalage, t'es en décalage complet et tu te sens incompris aussi. Les gens vont se focaliser sur les belles photos alors que tu sais pas en fait exprimer tout ce que tu as vécu et tu te sens vraiment incompris sur cette notion-là. Donc bref, après j'ai vite rebondi quand même parce que ça fait quand même plaisir de revoir les proches de toute façon, mais ensuite parce que j'ai pris la décision assez vite de repartir en PVT en Nouvelle-Zélande après. En tout cas, pas de repartir dans l'immédiat, mais de me dire, ok, je repars en PVT au Canada à cette période-là. En Canada, lapsus. En Nouvelle-Zélande à cette période-là. Et donc, je crois que je suis revenu en mai. Je ne vais pas vous dire de bêtises, c'est 2018 du coup. Et ensuite, j'avais décidé plus ou moins qu'en septembre 2018, je repartirais. Donc, le temps de lancer le blog. Il faut aussi savoir que ma copine avait ses études en parallèle, donc l'idée c'était de pouvoir se voir aussi, vu qu'elle faisait ses études en Allemagne et moi je suis en Belgique. Et donc on a décidé de faire un mois au Sri Lanka, pays qu'on avait adoré pendant notre voyage en Asie, euh, pour pouvoir avoir un mois ensemble au Sri Lanka. Et puis du Sri Lanka, moi j'ai pris mon vol jusqu'à la Nouvelle-Zélande et elle rentrait en Allemagne. Et en Nouvelle-Zélande, j'avais prévu de continuer à bloguer. J'avais quand même sorti pas mal d'articles, une petite vingtaine avant de partir en Nouvelle-Zélande, mais j'ai pas du tout pu bloguer comme je le voulais parce que l'aventure, j'ai préféré privilégier l'aventure du PVT. Et j'ai beaucoup travaillé les premiers mois. Ceux qui ont suivi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à me suivre au moment de la vie en caravane parce que je louais. C'est une anecdote incroyable, mais je ferai aussi un épisode sur. J'ai trop d'épisodes à faire, mais je ferai un épisode sur la Nouvelle-Zélande aussi. J'ai vécu pendant 5 mois dans une caravane que je louais dans un campground, je sais pas comment dire, mais un camping payant. Et ils louaient 3 petites caravanes qui avaient tout confort. Il y avait le lit, le frigo, la petite télé, il y avait des cuisines. Forcément, les cuisines c'était partagé avec le camping, pareil pour les douches. Et j'ai vécu là-dedans pendant 5 mois parce que j'avais trouvé un job dans une usine où je faisais des horaires de malade. Il faut savoir que la Nouvelle-Zélande, ça gagne beaucoup moins bien que l'Australie. Donc il faut faire beaucoup d'heures ou avoir un job dans une zone un peu plus paumée pour faire des heures sup notamment pour vraiment bien gagner. Et moi mon objectif c'était en 5 mois de pouvoir économiser assez
pour pouvoir acheter un van aménagé. T'as pas besoin d'un 4x4 en Nouvelle-Zélande. Et pouvoir avoir assez en fait pour terminer mon PVT entre guillemets sans devoir retravailler. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je me suis mis un peu le défi un peu un peu fou de partir avec l'équivalent de 500 dollars néo-zélandais. Donc c'est même moins que 500 euros. Donc forcément, il y avait le prix du vol, le visa, machin, mais avec en poche, je voulais essayer de voir si c'était possible de me merder avec ça. Et spoiler, oui, ça a été possible. J'ai trouvé un travail en l'espace d'une semaine. J'ai fait du couchsurfing la première semaine en arrivant à Auckland. Et pendant cette semaine, j'ai profité pour trouver un travail. Et puis, une semaine après, je commençais quasiment. Enfin, en tout cas, j'avais un contrat qui a commencé. C'était une question un peu de saison aussi dans l'usine. Mais j'ai commencé quelques semaines plus tard. Et en tout cas, j'ai pu tenir le coup avec ces 500 dollars néo-zélandais. Et donc après, voilà, j'ai travaillé comme un acharné. Et je crois que pour te dire, voilà, de faire un peu un spoiler, j'ai pu économiser, je crois, je sais plus, j'ai les chiffres dans un article. Ça doit être l'équivalent peut-être de 12 000 dollars néo-zélandais, un truc comme ça, ou peut-être un peu plus. Et donc j'ai pu acheter un van. Parce que le but, c'était que Teresa me rejoigne pendant sa pause du NIF, me rejoigne pour faire le road trip sur les 2 îles pendant 1 mois et demi, ce qui s'est passé. Donc le but, c'était vraiment d'avoir le van acheté à ce moment-là et la chercher à l'aéroport. Et on a pu faire ce road trip incroyable qui, je le dis, si jamais un jour tu as prévu d'aller en Nouvelle-Zélande, mais c'est aujourd'hui, à ce jour, peut-être on verra dans le futur, mais le pays où j'ai vu les plus beaux paysages de ma vie et où j'ai rarement été, ça fait un peu cliché de dire ça, mais j'ai été ému devant des paysages, jamais été autant ému devant des paysages en fait. Quand tu es face au Mont Cook, ou des chaînes de glaciers énormes, tu te dis à quel point on n'est rien, nous. Enfin, on vaut rien, et t'es face à ça, tu te dis putain, mais je suis en train de voir ça de mes propres yeux. Quelle chance c'est d'être en vie, de voir ça, de profiter de ces choses-là. Et depuis que j'ai des... Enfin, les gens qui ont connu ces sensations-là, tu te dis qu'en fait, mais on n'est pas fait, vraiment, on n'est pas fait pour vivre en théorie de bitume, on n'est pas fait pour aller travailler de 8h à 5h tous les jours dans un bureau. Bref, je pourrais parler de tout ça pendant des heures, donc on est déjà à plus de 40 minutes dans l'épisode, donc je vais essayer de revenir par rapport au développement du projet. Donc là, le truc, c'est que j'ai très peu blogué, parce que je bloguais un peu, mais je faisais des journées tarées pendant l'usine. Franchement, parfois, je quittais avec mon vélo pour aller jusqu'au taf à 6 heures, et je rentrais à 7 heures parfois du soir. Et j'étais complètement tanné, t'imagines, des journées de plus de 12 heures. Je prenais une douche, je me faisais à manger, et je dormais, et je recommençais le lendemain, et parfois, je bossais 6 ou 7 jours par semaine. Ce qui m'a permis d'économiser, mais bon, du coup, bonne chance pour bloguer pendant cette période-là. Donc j'ai pu faire quelques articles. En fait, c'est surtout au moment où je suis revenu de Nouvelle-Zélande. Donc après le road trip, j'ai refait un peu du LPX à gauche, à droite, c'était chouette. Euh, et puis je suis rentré du coup en mai ou juin 2019, si je dis pas de bêtises. Et j'ai réalisé, en fait, vraiment, là j'ai plus le temps de regarder un peu le blog, que le blog en fait attirait 6 à 7 000 personnes par mois. Via le référencement naturel des articles que j'avais écrits principalement avant de partir, et même ceux que j'avais continué un peu à pouvoir pondre pendant la Nouvelle-Zélande. Et je me suis dit qu'il y avait un truc à faire, parce que je me disais que je trouvais ça énorme en fait d'avoir 6 à 7 000 personnes, faut les visualiser, tu vois, qui viennent tous les mois lire ton blog. Je me dis, j'attirais pas 6 à 7 000 personnes par mois sur Instagram alors que j'étais plus actif, tu vois. C'est là où la logique de vouloir créer du contenu plus pérenne et des moyens de communication plus pérennes est vraiment devenue plus évidente pour moi. Bah, en fait, je me suis dit qu'il y avait un truc à faire. Je revenais de Nouvelle-Zélande, pareil, de nouveau une petite semaine un peu de déprime en mode qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant, j'ai pas envie d'être ici, je suis en décalage, machin. Et donc en fait, j'ai rebondi en mettant mon énergie, en prenant la décision d'essayer de faire un vrai truc avec le blog. Donc c'est devenu ma priorité à partir de l'été 2019. Donc tu vois que c'est pas si lointain, hein. Et puis j'ai commencé à avoir aussi les premiers un peu partenariats pendant que j'étais en Nouvelle-Zélande, et même une fois au retour, parce que je commençais à avoir un peu de visibilité sur des choses plus nichées, tu vois, comme les PVT en Nouvelle-Zélande, etc., ou en Australie, donc ça a attiré aussi certaines entreprises. J'ai commencé à avoir un peu ce concept de, bah tiens, ça intéresse, en fait c'est possible d'en faire un truc. J'ai aussi eu quelques échanges avec des personnes qui ont provoqué un peu des déclics, mais ça j'en parlerai, parce que tu vois que je suis déjà à 40 minutes, mais passé 40 minutes, mais je ferai les prochains épisodes sur vraiment tous les déclics clés qui m'ont permis en fait de faire sauter un peu des barrières mentales. Je pense que ça peut être intéressant de faire un épisode là-dessus. En ayant des échanges avec d'autres personnes, en discutant et en réalisant qu'en fait, ça sera un truc si je décide que c'est possible. En fait, si tant que je me dis que c'est juste un hobby, que ça sert à pas grand-chose et que ça mènera à rien, oui, là, ça mènera à rien. Donc j'ai mis beaucoup plus d'énergie. Ensuite, j'ai commencé à réaliser que je peux avoir des partenariats même rémunérés. Il faut savoir que dans le monde d'Instagram, il y a plein de trucs qui sont un peu en mode à l'arrache. Donc je commençais à réaliser que ça pouvait générer des choses.
Et, et ouais, en fait, à partir du moment où j'en ai fait une priorité, je me suis renseigné un peu sur les potentielles structures d'accompagnement ou comment tu peux, en fait, comment tu développes une activité, quoi, concrètement. Il faut savoir que moi, j'avais rien à perdre, hein, donc j'avais pas un taf à quitter, je revenais. Donc il fallait que je me bouge, quoi, ou alors que je reparte ailleurs. Et donc ensuite, j'ai découvert le principe en Belgique des SAACE, donc c'est la structure d'accompagnement d'autocréation à l'emploi, je crois que j'ai bien dit la chose, qui en fait permet à des porteurs de projets en fait d'être accompagnés, d'avoir une aide aussi financière pour se consacrer à leur projet pendant un an ou plus. Donc faut savoir que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a donné beaucoup de confiance et même si une fois que j'ai été accepté, il y a beaucoup de démarches, hein, ils vont pas te le jour où le gouvernement ou des structures te donneront de l'argent facilement, je sais pas si ça existera un jour, mais du coup il y a beaucoup de démarches à mettre en place, mais ce sont des gens vraiment, j'ai découvert vraiment une équipe vraiment humaine incroyable, il y a vraiment je sais que je dis souvent des choses pas très positives par rapport au système, au modèle actuel, mais il existe des structures quand même avec des gens qui ont vraiment à cœur d'aider des gens qui veulent porter des projets, quoi, à avoir une vie alternative s'ils le veulent. Donc voilà, ça existe. Il faut les trouver, il faut faire des démarches, il faut faire des business plans, il faut faire pas mal voilà, de paperasse, mais ça vaut la peine parce que ça te permet de te lancer avec plus de sérénité en tout cas. Donc je me suis retrouvé là, mon projet a été accepté. Là, on parle vraiment de fin 2019. Ça a été vraiment à partir de la rentrée, même la dernière partie de 2019, où j'ai vraiment été officiellement accepté avec toutes les démarches machin. Et là, officiellement, c'est devenu vraiment une vraie priorité pour moi, quoi, parce que j'avais des gens derrière moi. Quand ils t'acceptent, il faut savoir que si tu donnes pas de résultats, ils laissent la place à d'autres. Donc tu dois aussi générer des revenus. Et donc j'ai commencé à vraiment me former sur comment monétiser un blog d'abord. C'est ensuite d'ailleurs pour ça que j'ai fait des formations sur comment créer, puis la rédaction web, SEO, puis la monétisation. Parce que j'ai commencé avec des partenariats, avec de l'affiliation, et ça marchait très bien. J'étais bien positionné sur des bons articles. J'ai rédigé des articles qui étaient plus susceptibles de générer des revenus à terme aussi. Tout ça fait partie d'une stratégie. Et puis voilà, les revenus, moi je m'en fous de parler d'argent, mais les tout premiers revenus du mois, vu que j'avais quand même déjà une belle communauté, déjà un blog, en gros, il fallait juste que je débloque et que j'ai un numéro de TVA, tu vois, pour pouvoir monétiser le blog, c'est vite quand même monté vers les 1000 euros par mois, puis très rapidement 1500, puis 2000. Et puis, pour ceux qui se rappellent, j'avais lancé un projet d'accompagnement PVT. J'en parlerai peut-être une autre fois, parce qu'il y a aussi plein de choses à dire et plein d'enseignements de ça. Sauf que le projet d'accompagnement PVT, en fait, il a été lancé 2 mois avant le Covid. Donc, d'accompagnement PVT pour l'Australie, avant que le Covid, 2 mois avant que le Covid bloque l'Australie pendant plus d'1 an et demi, 2 ans. C'était pas le timing idéal, mais j'ai appris beaucoup. Et ensuite, en fait, je sais pas, j'ai développé une sorte très rapidement. Donc là, j'arrive vraiment sur la fin, je te rassure. Mais je suis arrivé à une phase où, ok, mon projet, mon blog, le projet d'accompagnement PVT sur lequel j'ai travaillé pendant des mois, vraiment des mois, genre 6 mois, je l'avais déjà en tête, et que c'est il y a 6 mois, un an, j'avais déjà ce truc-là en tête. Il est tombé à l'eau à cause du Covid. Donc, comme beaucoup de blogueurs voyage, c'était quoi la réaction? C'était soit on attend que ça passe, on sait pas ce que ça va donner. Soit moi je me suis dit ça pue quand même, on est quand même en train d'entrer dans des confinements, des couvre-feux, c'est des trucs de temps de guerre, tu vois. Je me dis c'est quand même chelou comme histoire, même si à l'époque je pense comme tout le monde en fait, j'ai été solidaire quoi. J'ai voulu, on a voulu bien agir, on s'est quand même méfié de ce truc, on se dit c'est pas impossible quand même un virus, voilà il y a déjà eu des épidémies dans l'histoire et tout avant de savoir que voilà, il y a beaucoup de choses, un narratif à questionner. Mais à l'époque, voilà, je me suis dit en fait, il faut que je réagisse. En fait, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis formé, je suis tombé sur du contenu qui m'a plu, qui a inspiré les gens et en fait qui disait, tu peux aussi inspirer les gens toi-même à faire d'autres choses, quoi. Et donc je suis entré, j'avais vu qu'il y avait déjà un intérêt pour le blogging quand moi je parlais de mon propre blog et ça, beaucoup de gens qui étaient dans le voyage se demandaient comment est-ce que je vivais vraiment d'un blog. Donc je me suis beaucoup formé. Vraiment, j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans pendant 2-3 mois à me former. Donc là, on parle de avril, mai, juin. Avril, mai, juin, tu vois, je me suis vraiment formé 2020 donc. Et tu vois que au final, ça fait très récent. Et du coup, enfin, début août, je crois, je lançais la première formation après 2 mois d'hésitation à travailler dessus comme un fou et de syndrome de l'imposteur, de manque de confiance. Je lançais de voyageur à blogueur. Forcément en amont, j'avais créé un groupe Facebook pour aider les gens voilà, qui veulent lancer et développer un blog. J'avais commencé une petite liste email sans trop savoir comment on fait. Et ce qui est fou, c'est que voilà, au niveau, et donc j'avais un peu teasé, partagé des conseils, etc. Tout ça dans le but de préparer une sorte de lancement, évidemment. Et en fait, ouais, comme je l'ai déjà dit, moi, toute ma vie, je me rappellerai de ces chiffres-là parce que le premier lancement, donc je lance de voyageur à blogueur en pré-lancement à 67 euros.
Faut savoir que c'est très peu cher pour une formation, et à la base, à l'époque, la toute première faisait déjà entre 6 ou 7 heures, donc ça n'existe pas, ça n'existe juste pas des formations aussi longues à ce prix-là. Donc moi, c'est pas grave, moi je t'ai dit, tant pis, je préfère vendre moins cher et être sûr de faire des ventes, que vendre super cher et faire 5 ventes, et puis je suis déçu. Et je m'attendais quand même pas, parce que j'avais 284, je me rappelle toute ma vie, 284 inscrits à ma liste email, savoir que j'avais, oui, déjà une grosse communauté sur Instagram, mais ces gens-là étaient là pour du voyage. Ils voulaient juste qu'on les fasse rêver à travers Instagram. Entre des gens qui veulent vraiment rêver sur Instagram et des gens qui sont prêts à créer un blog et être sérieux à propos de ça, il y a un monde. Et donc j'avais 284 inscrits au moment de lancer la formation, et j'ai fait 114 ventes à 67 euros. Donc si tu fais le calcul, c'est entre 7005 et 8000 euros. Plus les autres revenus que j'avais quand même un peu à gauche à droite, toujours un peu du blog. Mais donc voilà, j'ai fait mon premier mois à 8000 euros de chiffre d'affaires, et c'était incroyable pour moi, parce que ça s'est fait en quelques jours. En fait, l'offre de lancement, elle a duré 5 jours, tu vois. Et les 2 derniers jours, c'est vraiment un truc de fou. J'avais tout le temps une notification, j'ai même dû enlever après, parce qu'avec ma copine, j'ai lancé ça quand j'étais chez ma copine à ce moment-là, et on n'en revenait pas, quoi. Et je me dis, mais j'ai trouvé en fait un truc incroyable, ce qui est que quand tu véhicules les choses et que tu partages, parce que j'ai pas fait de promesses avec délirante avec la formation, tu vois. Je disais pas aux gens, vous allez vivre de votre blog, quoi. Certes, faut des noms qui donnent envie, hein, de voyageurs à blogueurs, c'était mon parcours au final. Mais la promesse était vraiment les fondements indispensables, quoi. Je faisais vraiment en revue, et je passe en revue dans cette formation-là tous les grands piliers du blogging à comprendre pour bien se lancer. Et ça a été un événement qui a tout changé, quoi, parce que je me suis dit, en fait, les paliers qu'on se fixe, même financièrement, même dans ce qu'on est capable de faire, c'est juste nous qui nous les fixons, en fait. Et je touche du bois jusqu'à présent, mais depuis, j'ai jamais fait de formation qui a floppé, depuis, j'ai appris énormément sur comment faire, les méthodologies, partir d'un problème, répondre à des vrais besoins, être honnête dans ta communication, ne pas promettre monts et merveilles, partager beaucoup de valeurs et des choses qui te paraissent, qui toi t'auraient aidé, même gratuitement, forcément dans ton contenu, partager des choses que tu aimerais voir dans ta thématique que tu vois pas. Voilà, j'ai appris plein de choses, j'ai appris des méthodologies maintenant que j'enseigne dans les formations, via les accompagnements individuels. Et c'est incroyable de voir que oui, tu peux faire quelque chose qui a du sens, quelque chose qui te plaît, et tu peux générer des vrais revenus avec. Et même si c'est pas ton... Moi aujourd'hui, mon objectif n'est pas de devenir riche, machin ou autre. Je fais pas des mois à 8 ou 10 000 euros tous les mois, pas du tout, hein. Je suis pas à plaindre, mais parce que, en fait, peut-être que oui, je pourrais être si je forçais le truc tout le temps, je pourrais être stabilisé à des montants supérieurs, etc. tous les mois, mais c'est pas mon objectif, parce que moi, mon objectif, c'est la vie, c'est d'être épanoui, c'est de faire ce que j'aime, et de générer des revenus en faisant quelque chose qui a du sens pour moi, et de pouvoir construire quelque chose. Voilà, moi j'aspire, comme je dis souvent, à aller vers une sorte d'autonomie un peu, ouais, autonomie un peu totale, en fait, avec ma copine, avoir notre petit terrain, notre petite chèvre, dans un endroit où on se sent bien, et en faire une sorte peut-être de co-living, de coworking à terme, pour accueillir des gens qui sont dans la même optique. Voilà, c'est un peu ça le rêve. Donc oui, ça nécessite de l'argent, donc oui, j'essaye de mettre de côté, etc. Mais bref, c'est pas ça le plus important, c'est pas voilà, les paliers financiers. Aujourd'hui, tu as beaucoup de business coach, etc. Et voilà, c'est leur manière de faire, et chacun fait comme il veut, mais voilà, qui se mettent des objectifs financiers, et au final, tu as l'impression qu'ils consacrent leur vie à toujours atteindre des paliers financiers, quoi. Et au final, peut-être que j'ai l'impression que parfois, on peut avoir facilement tendance à oublier pourquoi on a commencé à faire quelque chose. Si aujourd'hui tu veux vivre, je sais pas moi, dans ton van aménagé, tu veux t'expatrier, tu veux tendre vers l'autonomie mais faire quelque chose qui a plus de sens, tu veux changer de taf parce que tu vois pas d'intérêt, enfin, c'est possible, mais en fait si tu le fais, c'est pour être plus épanoui, en fait, pour avoir plus de liberté, faire des choses que t'aimes et être plus heureux au quotidien. Et si tu te retrouves à faire, et ça c'est malheureusement c'est une réalité quand même, mais au début je pense les 2 premières années, en tout cas la première année, c'est sûr que tu vas devoir y mettre les heures, ça va pas se faire tout seul. Mais le but, c'est pas à terme de passer ta vie à passer 50, 60, 70 heures par semaine derrière ton PC pour gagner 10, 15, 20, 30 000 euros, tu vois. Moi, je préfère en passer beaucoup moins de temps, et quand il y a des périodes où quand je suis au Portugal et que le surf est bon tous les jours, bah, je m'en fous de bosser beaucoup moins et je gagnerai moins, mais je ferai quelque chose que j'aime. Et donc, c'est un peu ça, voilà, ce que je véhicule aujourd'hui. Et voilà comment j'en suis petit à petit arrivé aujourd'hui. Voilà, après, j'ai lancé la première formation, puis j'en ai lancé une autre. J'avais déjà prévu, pour être complètement honnête, la première formation, j'avais déjà en fait à peine abordé pour moi les bases, que j'étais déjà à 6-7 ans. Je me suis dit, mais ça a plus de sens de faire une formation plus courte, et derrière de faire des formations plus courtes, mais pour aider les gens à aller plus loin, en fait. Donc j'ai fait la formation sur la méthodologie rédactionnelle SEO,
pour vraiment rédiger tes articles pour qu'ils soient optimisés sur Google, et puis une formation sur la monétisation à part entière d'un blog. Et je me suis dit, ceux qui voudront pourront aller prendre les autres formations par la suite. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai créé une formation sur la productivité et comment trouver l'équilibre au quotidien. Ça s'appelle Trouver l'équilibre. Et puis j'en suis arrivé à tester d'autres formats de formation, que ce soit, je ne sais plus ce que j'ai fait depuis, mais des formations sur l'emailing. Je fais des formations sur comment se fixer des objectifs, un calendrier annuel pour atteindre ces objectifs. Et désormais, je travaille beaucoup plus sur des programmes plus complets pour vraiment avoir tout le processus de créer et développer une activité en fait qui correspond à tes besoins, et puis des accompagnements. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir pu développer des méthodologies qui me permettent de générer des revenus tous les mois. C'est en dentier entrepreneuriat, donc si tu fais rien, tu génères pas de revenus ou moins. Et si tu travailles et que tu t'organises bien, oui, il y a des mois où tu vas faire des mois de lancement, des mois d'offres, et tu vas faire beaucoup plus de rentrées. Donc voilà, écoute, je vais essayer de terminer sous l'heure. Ce serait quand même un bel exploit. Je m'attendais pas à faire un épisode d'1 heure. J'espère que si tu as écouté ça jusqu'ici, que ça t'a plu. Voilà un peu le cheminement. Je t'ai quand même fait un beau résumé de ma vie, un peu des enseignements et des grandes étapes. Il y a des parties que j'ai dû skipper, mais comme je te le dis, je ferai des épisodes plus spécifiques. N'hésite pas à me le faire savoir si tu as vraiment envie d'un épisode sur le PVT en Australie, en Nouvelle-Zélande, sur l'Asie, sur des choses plus spécifiques, comme je l'ai déjà dit dans les autres épisodes et que je le répète un peu à la fin. Pour les warriors qui sont restés avec moi jusqu'ici, ce qui pourrait vraiment m'aider beaucoup, c'est que tu ailles mettre une petite note sur le podcast, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast, ou peu importe la plateforme. Et si sur Apple Podcast, tu as envie de laisser une petite note en mettant, j'aimerais vraiment un épisode sur le PVT en Australie. Écoute, j'essaye de privilégier les personnes qui laissent des notes avec des petits commentaires positifs pour que ce soit donnant-donnant. Que dire ? Écoute, je te laisse ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'inscrire aux emails. J'ai appelé ça un peu le déclic parce que pour moi, aujourd'hui, j'essaie de partager un email tous les mardis matins pour que tu aies une sorte de motivation et que tu n'oublies pas pourquoi tu fais tout ça et pourquoi ça peut valoir la peine de développer quelque chose. Et donc, j'essaie de partager un peu des déclics. Et puis tu trouveras pas mal de ressources sous cet épisode de podcast. Tu peux aussi évidemment t'abonner au podcast sur ta plateforme favorite, comme ça normalement tu auras une notification à chaque nouvel épisode. Sache que j'ai prévu, à mon avis, d'essayer d'en sortir un tous les lundis matin. Comme ça, lundi matin à 9h, tu as le nouveau podcast, et le mardi matin à 9h, tu as ton nouvel email. En général, j'essaierai peut-être de relayer aussi ça dans l'email. Donc voilà, prends bien soin de toi, merci de m'avoir écouté, et surtout n'oublie jamais que ta vie est ce que tu en fais.